photo pour vous montrer vivre et travailler en milieu rural, que ça peut, avec un peu de zénitude. Mais on reste aussi dans la continuité de l'année dernière, puisque la photo ici montre les cohabitations parfois difficiles entre des citadins qui viennent se promener ou d'anciens citadins qui habitent et qui ne connaissent pas forcément l'agriculture. Alors, cette année, on a appelé le cours Désir de campagne. L'année dernière, c'était les campagnes à l'aune de la métropolisation. Donc, je vais faire peut-être quelques petits rappels sur le fait que campagne, ruralité, le rural sont invoqués très régulièrement, font la une de la presse. Encore beaucoup de titres de la presse sur l'exode urbain. Là, ça on est passé à ça en novembre-décembre. Alors qu'on a de cette ruralité, de cette campagne, comme je l'avais expliqué l'année dernière, des images souvent opposées, celle d'un espace marginalisé par la métropolisation, voire d'un espace de relégation, avec aussi toutes les difficultés qui vont sûrement revenir avec l'augmentation du coût de l'essence en particulier, et celle d'un espace attractif qui illustre donc l'expression désir de campagne. Alors, aujourd'hui, auprès des chercheurs, je suis géographe ruraliste, on parle de campagne en renouvellement, alors que dans les années 1990, le célèbre livre de Bernard Kayser parlait du renouveau des campagnes. Alors aujourd'hui, on parle de campagne en renouvellement, de campagne renouvelée, mais aussi de campagne en transition. Alors voilà, c'est un petit peu ça que je vais faire pendant ce cours, le cours de cette année. Désir de campagne, aujourd'hui post-Covid, la campagne est considérée comme un espace de résidence attractif qui se traduit par une forte pression immobilière dans des espaces ruraux pas trop éloignés ou considérés comme attractifs. Et je vous ai mis ici, par exemple, une annonce immobilière dans le Revermont où la quasi-totalité des offres qui sont proposées sont mises sous compromis, sous offre, etc., etc. Ce qui n'était pas le cas ces dernières années. Donc, des interrogations dans la presse. En fait, j'ai pas le chronomètre, il n'a pas bougé. Et comme j'ai tendance à être bavarde, il vaut mieux me mettre un chronomètre. Donc là, en fait, plusieurs articles vous voyez, dans courant du mois de novembre dans l'Express, par exemple, mais j'aurais pu choisir bien d'autres hebdomadaires. La pandémie a levé un tabou entre ville et campagne, il mène une double vie. Donc c'est l'idée aussi nouvelle de non pas on quitte la campagne pour aller vivre en ville définitivement, ou on quitte la ville pour aller vivre à la campagne définitivement, mais c'est aussi analyser des formes d'aller-retour et surtout de bi-résidentialité qui serait né avec le Covid et la possibilité de télétravailler. Donc tout ça nous interroge, nous géographes, et géographes ruralistes, qui montraient quand même que l'exode rural tel qu'on le décrivait, qui existait depuis le milieu du 19e siècle, s'est arrêté autour des années 1980, mais aujourd'hui on prend une nouvelle ampleur et avec d'autres façons de s'installer à la campagne. C'est un petit peu ça qu'on va regarder ensemble cette année. Donc l'idée de résidence, de bi-résidence, d'autres interrogations sur l'appétence des jeunes actifs. Donc on va habiter, mais aussi éventuellement travailler. On n'est plus dans l'idée que
surtout dans le cadre de la presse, hein, on ne montre plus seulement des citadins qui vont habiter à la campagne, mais qui sont des migrants pendulaires. On commence à prendre conscience qu'il y a d'autres phénomènes, des phénomènes qui existaient déjà depuis quelques années, mais qui prennent plus d'ampleur, et notamment par cette attractivité auprès des jeunes actifs ou de reconversion professionnelle. On va y revenir. Donc des façons, je vous ai mis un peu, je vous mets beaucoup de photos aujourd'hui pour essayer d'illustrer, d'habiter cette campagne avec le lotissement classique, mais un lotissement, comme on l'avait vu l'année dernière, avec un jardin productif sur un tout petit terrain, une maison rurale un peu plus classique, mais on parle de transition, d'évolution, avec par exemple du photovoltaïque sur le toit. Et puis de nouvelles façons d'habiter le rural et les petites villes avec, par exemple, des habitats collectifs comme Ecoravie à Dieulefit. Donc c'est une association qui possède, qui a fait de l'investissement foncier immobilier collectif. En bois, en vivant vraiment aussi en collectif avec jardin, et puis des nouvelles façons, parce que quand même on est aussi un peu dans les interrogations dans le rural comme en ville sur l'empreinte qu'on peut laisser, et donc par exemple des habitats en yourte, des habitats en bois, en petite superficie. C'est autant de questions qui commencent à se poser. L'espace rural, c'est quand on y réfléchit, on le réduit souvent, la campagne, notamment ces dernières années, ces dernières décennies, un espace résidentiel, voire un espace récréatif et patrimonial. Donc là, on parle de désir de campagne, et au début des années 2000, il y a eu une publication réalisée par la mission du patrimoine ethnologique qui s'intitulait « Campagne de tous nos désirs » et qui date de l'année 2000 et qui qui analysait la valorisation du patrimoine rural, la campagne comme lieu patrimonial. Et aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans la même vision, me semble-t-il. Et espace résidentiel, voire récréatif et patrimonial, on va aller au-delà, mais il ne faut pas oublier tout de même que l'importance du tourisme rural, et je vous montre ici notamment une petite ville, un bourg très serré, dont l'essentiel des anciens commerces sont transformés en gîtes, par exemple. Donc l'espace rural, c'est aussi un espace de travail, un espace où de nombreuses activités existent et se développent. Et on peut dire que, de ce fait, la campagne n'attire pas seulement des habitants, mais aussi des créateurs d'entreprises. Elle est un espace d'innovation, où les alternatives prospèrent aussi. On a longtemps souvent parlé des alternatives, des innovations métropolitaines, mais il y en a aussi dans les espaces ruraux que l'on commence à mieux connaître et cerner. Et puis, il faut bien penser aussi que les porteurs des innovations ne sont pas seulement les nouveaux habitants de l'espace rural, que ces innovations, elles viennent aussi d'anciens habitants ou d'anciens nouveaux habitants, puisqu'on a toute une succession de ce qu'on a appelé de néo-ruraux. Donc, je vous ai remis une illustration que j'avais présentée l'année dernière, quelques chiffres clés sur la ruralité, avec le fait que 45% des Français disent préférer vivre à la campagne dans l'idéal, que 80% des communes rurales sont en croissance démographique, et puis que ces campagnes, elles sont actives. La plupart des personnes qui s'installent à la campagne sont actives. Alors elles y travaillent ou
elles vont travailler ailleurs, mais on n'est plus dans l'image du retraité et des campagnes qui n'accueillent que des personnes qui arrivent à l'âge de la retraite. Enfin, en milieu rural, il y a aussi des emplois industriels, y compris des emplois industriels, et je vous renvoie aussi à toutes les réflexions qu'il y a pu y avoir dans les années 90, début des années 2000 aussi, sur les systèmes productifs localisés. Et ces systèmes productifs localisés, il y en avait quand même un certain nombre aussi en milieu rural. On pourra y revenir. Et puis, ce qui me frappe en tant que géographe ruraliste, c'est aussi la réinvention ou l'invention de nouveaux métiers. Par exemple, ici, une personne qui retourne vivre à la campagne, qui a été à un moment donné conjointe d'exploitants agricoles et puis qui s'installe pour faire de la couture en lien couture nature, etc. Autant d'installations, ou en tout cas de nouvelles activités qui sont largement relayées par la presse, ici, presse locale. Donc, le cours de cette année, c'était une intro, à la suite donc de celui de l'année dernière, vise à interroger la campagne au regard de l'urbanité, mais par une autre entrée, une entrée activité cette fois, qui va nous permettre de considérer ensemble la question des héritages, des projets innovants alternatifs et du retour, en quelque sorte, ou de la réinvention de caractéristiques qu'on a longtemps associées à l'activité en milieu rural, comme la pluriactivité, l'itinérance, mais aussi les formes collectives, et sans oublier aussi une caractéristique, on disait, de solidarité rurale qui a été aussi, qu'il ne faut pas idéaliser, hein, mais on retrouve aussi de nouvelles formes. Et puis, vraiment cette idée de renouvellement des activités et de renouvellement de ceux qui les portent. Donc, cette année, on va pouvoir envisager différents thèmes. Celui du renouvellement des exploitations agricoles, c'est pour ça que vous aviez des charolaises sur la première diapo aussi. Et puis, on s'interrogera sur la question de l'itinérance qui répond aussi aujourd'hui au questionnement sur l'accès aux services, mais aussi d'autres façons de travailler et d'habiter en ayant recours à des services itinérants, que ce soit des services publics ou des services privés comme les commerces marchands. Et puis, on aura une séance sur la culture, culture en milieu rural, qui est à la fois une façon de vivre et une façon aussi d'être actif dans les territoires ruraux. On envisagera aussi la création d'entreprises. Alors, je suis pas une spécialiste de l'emploi en milieu rural, mais il me semble que c'est intéressant de s'interroger aujourd'hui sur qui porte ces entreprises, quels sont le frein au développement des activités, quelles formes elles peuvent prendre, et notamment la pluriactivité ou ce qu'on a appelé les entreprises agri-rurales. Et puis, les nouvelles réflexions, les interrogations dans les territoires, avec notamment la procédure territoire zéro chômeur qui se développe aussi dans les territoires ruraux. Enfin, je consacrerai une séance à des acteurs importants en milieu rural, dont le métier est mal défini et divers, mais dont le rôle est fondamental et pour lequel on a fait tout un travail avec la revue Pour et Cap Rural, donc, qui est une association, un centre de ressources sur les activités rurales en Auvergne-Rhône-Alpes, sur les agents de développement rural. Voilà pour le programme. Alors, donc juste quelques données rapides sur l'emploi, puisqu'on en a parlé, mais je ne vais pas m'étendre trop aujourd'hui. Mais pour vous montrer que l'emploi, c'est aussi quelque chose qui est important donc, dans le dynamisme des campagnes. Là, c'est un dossier spécial qui a été fait par 36 000 communes, qui est la revue de l'Association des maires ruraux de France en 2018.
qui visait aussi à voir comment les collectivités territoriales accompagnaient aussi ces nouvelles activités, ce qu'on pourra évoquer dans la séance sur nouvelles entreprises en milieu rural. Et puis, je vous ai mis un extrait un graphe qui est extrait d'un dossier de la revue Population sur l'évolution des actifs ayant un emploi, donc selon le type de commune en France métropolitaine. Je ne reviens pas sur la nouvelle typologie de l'espace qui a été, qui est celle de l'INSEE désormais, qui part des densités pour une meilleure comparaison possible avec les pays européens. Et donc, on va distinguer des communes denses, très denses, etc., densément peuplées, de densité intermédiaire qui concernent aussi certains types d'espaces ruraux, les peu denses et les très peu denses, ce que l'on appelait auparavant les espaces de très faible densité. Et eh bien, ce graphe qui donne une évolution annuelle des actifs occupés, de 1999 à 2013 montre que donc on a des actifs ayant un emploi qui sont qui progressent dans les territoires ruraux en particulier. Donc on est loin de l'idée d'avoir des retraités, des personnes sans emploi, etc. En milieu rural. C'est les actifs ayant un emploi, ce n'est pas les emplois au lieu de résidence. Ça veut dire que ces actifs peuvent avoir un emploi en vie dans une commune urbaine. Là, en revanche, toujours dans ce numéro de revue Population Société, on a l'évolution de l'emploi dans la ruralité, entre 2008 et 2013 par commune, et sur des communes considérées comme rurales, c'est-à-dire les communes ont été enlevés les espaces densément peuplés ou de densité intermédiaire. Cette carte, elle est intéressante parce que vous voyez donc que on a des évolutions positives dans un certain nombre de communes rurales, dont des communes qu'on n'imaginait pas, dans des secteurs qu'on n'imaginait pas comme des secteurs où on pouvait avoir une croissance de l'emploi, comme par exemple ici, l'arrière-pays niçois, par exemple, des zones de montagne ou autres. Donc, mais on retrouve dans les couleurs froides, donc avec des valeurs négatives, effectivement, des zones rurales plutôt enclavées, et ces campagnes de la France de l'Est qui ont été décrites par Benoît Coquart dans son livre sur les jeunes en particulier, qui ont des difficultés dans ces territoires. Donc je vous ai remis un petit des données sur la comparaison urbain-rural, le rural là étant où on a aggloméré peu dense et très peu dense, qui est extrait du dossier que j'ai évoqué tout à l'heure de l'association des maires ruraux. Et on voit donc qu'on a une évolution de l'emploi aussi qui est donc positive dans les territoires ruraux et fortement positive. Et ça, c'est aussi important. Et on voit aussi l'évolution du nombre de cadres et de professions intermédiaires dans le rural, alors que on avait coutume de dire ces dernières années que le rural était surtout un territoire où on trouvait des employés ou des classes plutôt populaires, diraient les sociologues. Voilà. Donc, je passe sur ce commentaire de carte, mais vous voyez donc qu'on arrive à distinguer différents types, donc dans
les auteurs de cet article dans Population et Avenir sur le rural de 2017, avec des auréoles périphériques, bien sûr, aux agglomérations urbaines, les régions littorales et leur arrière-pays qui sont très attractives et qui profitent de l'économie résidentielle, et puis des foyers ruraux dynamiques qui sont liés à la résistance donc de systèmes productifs, industriels, agricoles, touristiques, par exemple. Voilà. Et à l'opposé, une géographie des baisses du nombre d'emplois dans l'ancienne diagonale du vide, qui est aujourd'hui, on ne dit plus diagonale du vide, maintenant on parle, elle est complètement un peu effritée, mais bon, dans cette ancienne diagonale du vide, dans les campagnes industrielles du nord et du nord-est, bien sûr, et le centre Bretagne. Et toujours ces confins entre les limites de département ou les limites de région qui sont, comme toujours, été des zones moins dynamiques en termes de population. Je renvoie à des travaux anciens de Violette Ray qui avaient montré ça sur des cartes. Alors, donc aujourd'hui, un premier thème qui est celui du renouvellement des exploitations agricoles. Donc, on a longtemps associé l'espace rural, les campagnes à l'agriculture, jusqu'à confondre ruralité et agriculture, notamment dans les années 60 où on a parlé d'agricolisation des campagnes. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus du tout le cas, même si 80% de l'emploi agricole se situe dans les communes peu denses ou très peu denses. Cela ne signifie pas pour autant que l'emploi est, comme on l'a vu déjà, exclusivement agricole ou à dominante agricole dans les territoires ruraux, bien au contraire, sauf dans quelques territoires, si on prend le département, je ne sais pas moi, la partie est du département de la Marne, hein, dans les Champagnes-Pouilleuses, oui, l'emploi est essentiellement agricole, mais pas dans toutes les campagnes. Donc un emploi agricole important, mais avec une grande question aujourd'hui, qui est celui du renouvellement des exploitations agricoles. Donc on va y revenir. Un renouvellement avec là aussi, qui repose pour l'essentiel. Je vais vous expliquer un peu sur ce qu'on appelle les installations hors cadre familial. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on comptait sur les enfants d'agriculteurs pour reprendre les exploitations. Aujourd'hui, on ne peut plus compter sur les enfants d'agriculteurs et on a un grand nombre de chefs d'exploitation qui vont arriver à l'âge de la retraite. Et donc se pose la question du renouvellement. Alors, vous avez de la chance parce que les chiffres du RGA, Recensement général de l'agriculture, qui n'a lieu que tous les 10 ans, viennent de sortir sur le site du ministère. Donc, ça m'a permis je vais vous les présenter rapidement. Donc, c'est extrait du Recensement général de l'agriculture 2020, avec les premiers recensements sur le site du ministère et dans les données Agreste, qui est l'équivalent de l'INSEE pour le ministère de l'Agriculture. Donc, ce que l'on voit, je trouve que ces deux graphiques qui se répondent sont particulièrement instructifs. Donc, c'est le nombre d'exploitations agricoles depuis 1970 jusqu'à 2020. Vous le voyez, une chute considérable du nombre d'exploitations agricoles. Hein. Et sur le graphe de droite, en revanche, la superficie agricole utile moyenne par exploitation agricole de 1970 à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la moyenne des exploitations agricoles est de 69 hectares, ce qui est énorme. Et vous voyez qu'en 1970, on était à moins de 20 hectares de moyenne d'exploitation agricole. Tout ça, ça en dit long sur la mécanisation, sur peut-être l'intensification éventuelle de nouveaux modes de production et surtout l'évolution des paysages.
Alors, ce sont des données métropolitaines. Je vous ai mis quand même quelques photos ici parce que j'ai la chance de pouvoir faire régulièrement des missions, enfin régulièrement, une fois par an depuis 2-3 ans, à l'île de la Réunion. Et dans les Drom, on n'est pas du tout à la même moyenne, on est à 5 hectares de moyenne par exploitation. Donc 69 hectares de moyenne par exploitation, c'est ça en métropole. Donc avec des petites exploitations, des micro-exploitations de canne à sucre, par exemple à l'île de la Réunion, ou ici de haricots à l'intérieur d'un cirque où tout petit bout de terre est utilisé. Et on a donc beaucoup de micro-exploitations. C'était pour nous décentrer un petit peu. Et puis, ce que nous dit le RGA, cette augmentation considérable de 69 hectares, c'est quand même énorme. Et cela se traduit parfaitement dans l'évolution des types d'exploitation agricole par spécialité. Et on voit donc que les exploitations qui dominent, ce sont les exploitations de grandes cultures, donc celles qui sont fortement mécanisées, qui ont été aussi fortement subventionnées par la politique agricole commune. Et ce sont elles qui ont le plus faible taux le plus faible nombre aussi, en termes de diminution des exploitations. En revanche, ce que l'on voit, c'est surtout la diminution des exploitations d'élevage. Donc qui sont qui ont traversé beaucoup de crises au cours de ces 10 dernières années. Donc on voit la diminution en milliers d'exploitations d'ovins, caprins et autres herbivores. Mais on connaît la crise de la viande ovine, par exemple, la non-valorisation de la laine. Pour les caprins, on peut s'interroger aussi, mais c'est que certains modèles d'élevage caprin intensif pour le lait aussi, on a eu des surproductions. Et puis surtout, alors qu'aujourd'hui on parle de revalorisation de modèles de polyculture, polyculture élevage, eh bien on voit que ce type d'exploitation a aussi fortement diminué. Alors il y a quand même quelque chose qui doit vous interpeller sur ce graphique, c'est le plus 1 millier d'exploitation en horticulture et maraîchage. Et je pense que là, on a la traduction de l'évolution de l'agriculture, l'évolution aussi des politiques publiques en direction de l'agriculture et en lien avec les attentes alimentaires en particulier, mais aussi en lien avec ce qui attire les nouveaux installés. Donc je pense que ce graphe est quand même particulièrement intéressant. Alors à côté, je vous ai mis la représentation cette fois par un autre type de graphe qui était présenté dans un article de la France agricole qui analyse les premiers résultats du recensement général de l'agriculture. Donc on voit que entre 2010 et 2020, pour avoir des chiffres, c'est une exploitation sur 5 a disparu, que donc l'élevage est très fortement impacté et que les productions végétales deviennent donc majoritaires. Alors quelques autres données. C'est la croissance des exploitations biologiques en agriculture biologique. La part des exploitations en agriculture biologique a triplé en France, et je vous ai mis un graphe là qui date plutôt de l'agence bio de 2016. En nombre d'exploitations. Donc vous voyez la croissance très importante du nombre d'exploitations bio, confirmée donc par le RGA.
avec une taille moyenne d'exploitation en agriculture bio qui est de 61 hectares. Mais, donc ça ne veut pas dire 61 hectares en maraîchage, ça veut dire que le bio concerne aussi désormais la production céréalière, par exemple, ou les élevages. Cette évolution, c'est tout à fait une transition, ce qu'on appelle aujourd'hui les transitions, une évolution de l'agriculture. Alors je ne vais pas entrer dans le détail et les débats qu'il peut y avoir entre les vrais agriculteurs, enfin les agriculteurs biologiques qui se revendiquent d'une idéologie et les agriculteurs bio qui saisissent le bio comme un créneau pour mieux valoriser leurs produits. Et puis aussi, ce que le RGA nous montre, c'est que 36% des exploitations agricoles fournissent aujourd'hui des produits sous signe de qualité ou d'origine. Donc, alors, on y met l'agriculture bio, mais aussi les labels, les indications géographiques protégées et les appellations d'origine. Donc, ce qui est une hausse importante entre bio et label de qualité, donc qui montre qu'on a aussi une évolution importante de ce point de vue. Donc là, je vous ai mis un logo AOC et un logo label rouge pour montrer. Il y a eu un petit problème avec mon PowerPoint. Et puis, 23% des exploitations agricoles françaises pratiquent les circuits courts. Alors, circuits courts, tel que c'est défini par le ministère de l'Agriculture, c'est 0 et 1 intermédiaire. 0 ou 1 intermédiaire. Donc, en vente directe ou avec un seul intermédiaire. Donc, ça fait une hausse de 4000 exploitations en 10 ans. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est très important dans cette évolution de l'agriculture, alors qu'on disait que la vente directe, enfin, vous comprenez bien que toute la politique agricole telle qu'elle a été conçue dans les années 1970 visait à faire de l'agriculteur un producteur de matières premières transformé au sein des industries agroalimentaires. Et donc, l'idée de vente directe, c'est quelque chose d'important. Donc ici, c'est une photo d'AMAP, donc à Saint-Pierre-de-la-Réunion. De fait, l'agriculture française donc emploie, c'est un employeur, puisqu'on était dans travailler et vivre en milieu rural. Donc l'emploi agricole recule en 10 ans. Mais de façon un peu moins prononcée, mais vous avez quand même, depuis 1970, on voit une chute importante de l'emploi agricole et d'autres données qui montrent toujours l'importance du travail familial dans les exploitations agricoles. On est sur le modèle qui a été promu encore une fois dans les années 60 de l'agriculture familiale, mais qui se renouvelle aussi avec les nouveaux arrivés. Avec toutefois, avec l'accroissement de la taille des exploitations, en particulier en grande culture, aussi l'arrivée, une petite croissance de l'emploi agricole, de la main-d'œuvre permanente non familiale. Alors, la question, c'est, en 10 ans, que va devenir l'agriculture, puisque en 10 ans, l'agriculture a perdu 55 000 chefs d'exploitation, que vous voyez ici, avec, je vous l'ai mis, je n'ai pas commenté. Les salariés permanents non familiaux, c'est ça que je voulais vous montrer, augmentent en lien aussi avec l'augmentation de la taille des exploitations agricoles. Alors que les membres de la famille travaillant de manière permanente sur les exploitations diminuent, mais on est aussi dans des exploitations agricoles, on va le voir, avec des familles aussi, ce qu'on appelle pluriactives. Voilà. Alors, donc, la grande question, c'est celle du renouvellement des chefs d'exploitation agricoles.
Donc je vous ai mis ici des données sur l'âge des exploitants en 2010 en vert et en rouge en 2020. Et vous voyez l'importance encore en 2020 des chefs d'exploitation entre 50 et 59 ans, 60, 69 et 70 ans et plus. Donc on a déjà eu une diminution importante du nombre d'exploitations agricoles. Et aujourd'hui, un grand nombre d'exploitants agricoles vont partir à la retraite et une bonne partie d'entre eux n'ont pas de repreneurs. Donc un quart des exploitants agricoles a plus de 60 ans. Ce qui pose un certain nombre de questions. De fait, on a des exploitants âgés, des enfants d'exploitants qui ne reprennent pas forcément les exploitations agricoles. Donc on va aller chercher aujourd'hui et encourager l'installation hors cadre familial, c'est-à-dire que l'agriculture, comme je vous l'ai expliqué, ne peut plus se renouveler par son propre vivier. Et cela va croiser les nouvelles attentes sociétales, des reconversions professionnelles, des jeunes géographes qui font des thèses de géographie et puis qui vont aller après monter une exploitation de petits fruits, par exemple. Voilà. Donc cette attractivité aussi pour l'agriculture. Donc une étude, c'est ce qu'on appelle les exploitations hors cadre, les installations hors cadre familial, donc qui ne se réalisent pas au sein de la famille agricole. Ce sont souvent donc des jeunes qui s'installent dans des systèmes remettant en cause l'agriculture dite industrielle, donc sur d'autres systèmes de production, qui contribue très largement à ce qu'on appelle tous de nos voeux la transition agricole, ce sont des acteurs importants. Encore une fois, ce ne sont pas les seuls. La transition, elle est aussi portée par des agriculteurs qui sont là depuis longtemps. Donc des jeunes, mais aussi de plus en plus des conversions professionnelles à 40 ans parfois. Donc, qui prennent le contre-pied du modèle que je vous ai montré et que traduit ce RGA, c'est-à-dire ils vont aller chercher des structures plus petites. Il y a une thèse qui a été soutenue il y a quelques années, 2-3 ans je pense, à AgroParisTech à Paris sur les micro-exploitations qui se créent, qui parfois se greffent sur d'autres exploitations. Donc plutôt des structures petites, parce que de toute façon, quand on n'est pas originaire du milieu agricole, il faut aussi pouvoir avoir accès à du foncier. Donc c'est tellement difficile que c'est plus facile sur des petites exploitations. Le plus souvent en pratiquant une agriculture plus respectueuse de l'environnement et en s'intégrant dans des systèmes alimentaires plus locaux. Donc des aspirations personnelles, ça c'est l'étude qui a été menée par le CNASEA en 2016 je crois, telles que l'écologie, le bien-être, la réalisation de soi. On n'est plus du tout dans des schémas d'agriculteurs, alors je dis on n'est plus du tout, c'est pas vrai, mais il y a des aspirations à travailler autrement que 70 heures par semaine sur l'exploitation agricole. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui s'installent, y compris hors cadre et en maraîchage, qui vont travailler 70 heures par semaine. Et c'est physique. Voilà. Donc ces nouveaux installés, on les appelle les néo-paysans. Voilà. Selon le CNASEA, la proportion d'installations hors du cadre familial a doublé entre 1993 et 2001 et atteint à peu près 30%, donc presque un tiers, on va dire, des installations aidées, c'est-à-dire qui passent par les fourches codines des systèmes d'aide agricole. Donc là, ne sont pas comptés ceux qui s'installent hors aide, d'accord ? Voilà. Donc, face à ça,
c'est important. Le ministère de l'Agriculture encourage ces installations puisque il est nécessaire pour le renouvellement des exploitations agricoles et donc différentes procédures essaient d'aider ces installations et surtout de faire en sorte qu'elles soient pérennes parce qu'il ne s'agit pas seulement de vouloir, d'avoir envie de changer de vie, de faire de l'agriculture. Un grand nombre de ces installations sont très fragiles et ne résistent pas au-delà de 2-3 ans. Donc on commence à réfléchir à des processus qui permettent de mieux aider à l'installation, mieux aider à réfléchir et ainsi mieux encadrer pour assurer la permanence. Donc, notamment, la loi Avenir de 2014 a institué une politique qui est une politique des espaces tests qui permet aux personnes qui veulent s'installer d'aller sur un espace, pas acquérir le foncier tout de suite, tester leur système de production, leur façon de travailler, etc., avant de se lancer, de s'endetter, etc., etc. Alors, donc, qui sont ceux qui s'installent je crois qui s'installent désormais et comment peut évoluer puisqu'on était dans l'idée d'évolution. Je vous ai mis là un article écrit en 2021 par René Micou, qui est un sociologue qui travaillait à l'université de Saint-Étienne, qui dresse dans l'article de cette revue le portrait d'une nouvelle installée en 2030. Ce sera un agriculteur bio, pluriactif, inséré dans la vie de sa commune, vendant en direct, etc. Avec, je vous l'ai mis, le refus du modèle agricole tel qu'il était prôné dans les années 60, avec ce dessin qui fait peur, mais voilà, qui illustre aussi ce qu'a pu être aussi cette agriculture, et le nombre de cancers aussi qu'ont pu avoir les agriculteurs lorsqu'ils ne traitaient pas ou ne faisaient pas, ne se mettaient pas comme ça, se protégeaient pas assez. Et puis, dans un autre extrait d'article, cette fois 2020, d'une revue qui est plutôt portée par le milieu agricole, le Club Déméter, et qui donc revient sur l'idée des jeunes, de la nécessité d'installer des jeunes, et s'interroge, ou en tout cas se demande si l'engouement des jeunes en direction de l'agriculture est durable et permettra donc de remplacer les agriculteurs partant à la retraite. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je reviendrai au prochain cours sur des parcours. Je suis désolée de vous avoir asséné des chiffres, mais je pense que c'était important de faire ce tableau, notamment grâce à l'arrivée de ce nouveau RGA que tout le monde attendait. Qui sont ces nouveaux agriculteurs qui s'installent. Donc ici, j'ai encadré un mémoire d'une étudiante de Master 2 il y a 3 ans à peu près, sur les nouveaux agriculteurs dans la Bresse de Saône-et-Loire. Alors la Bresse de Saône-et-Loire, c'est pas ce rural qui fait rêver, vous voyez, c'est Louhans, Pierre-de-Bresse, voilà. Et il y a aussi beaucoup, là aussi, des jeunes qui s'installent. Alors c'est pas la Drôme, ou l'Ardèche ou l'Ariège, mais on s'y installe parce que là, le foncier, il est plus facile d'avoir du foncier, il est un peu moins cher, et surtout du bâti, parce que quand on s'installe comme agriculteur, il faut du foncier, mais il faut aussi trouver à se loger et des bâtiments agricoles. Et souvent, ce qui freine lors des reprises d'exploitation par les jeunes, c'est que des agriculteurs vont céder leur terre, mais ne vont pas céder le bâtiment d'exploitation
ou au moins le bâtiment où ils habitent, leur habitation. Donc se pose la question, quand on parle d'installation aussi aujourd'hui, où va habiter le nouvel arrivant, le nouvel agriculteur, où va-t-il habiter et comment va-t-il pouvoir construire ces bâtiments agricoles. C'est d'autant plus important que depuis la loi SRU, les demandes de permis de construire pour les agriculteurs sont beaucoup plus strictes qu'elles ne l'étaient. Donc il y a aussi beaucoup de démarches à faire, surtout en plus si on tombe en zone de montagne ou en zone littorale, etc. Donc il y a, ou en zone périurbaine, en limite des villes, où là la pression immobilière est très très forte. Donc c'est une question qu'il faut pas oublier dans l'installation. Il faut un outil, c'est la terre, mais il faut aussi des bâtiments. Et il faut aussi pouvoir vivre sur place en général. Voilà, donc Brest de Saône-et-Loire, et là quelques portraits de nouveaux agriculteurs, où bien sûr elle est allée interroger aussi des nouveaux dans le sens de personnes qui reprennent une exploitation agricole, celle de leurs parents, ou qui font évoluer leur exploitation agricole. Je ne suis pas là pour dire que la nouveauté, elle n'est le fait que des nouveaux agriculteurs. Il y a aussi des exploitants qui évoluent vers la vente directe, vers d'autres systèmes, et comme vous l'avez vu, les conversions bio ou autres, ou la polyculture élevage dans des réflexions. Voilà, donc là, des portraits. Peut-être que je pourrais y revenir dans de prochaines séances, puisqu'il ne me reste pas beaucoup de temps, sur des parcours de vie qui montrent, voilà, ici par exemple, c'est une personne qui a été éducatrice spécialisée et qui se reconvertit, et là avec un troupeau avec des animaux. J'ai pu aussi voir un couple qui est allé s'installer au fond de la Bresse de l'Ain, qui était passionné par l'élevage de chevaux, qui est donc fait de l'élevage, mais en même temps a créé un troupeau caprin de fromage, caprin laitier, avec du lait en bio, vendu exclusivement en vente directe. Donc la plupart sont plutôt sur des circuits courts, comme je vous le disais. Et on pourra revenir donc sur ces parcours. Et ce qui est intéressant, c'est que ces nouveaux inventent aussi de nouveaux créneaux. Donc là, je vous ai mis un maraîcher qui a une toute petite parcelle repris de terre de grands-parents qui n'étaient plus à vocation agricole et qui vend exclusivement sur les marchés, à profiter du Covid et de la fermeture des marchés dans la ville moyenne de Bourg-en-Bresse. Le marché était fermé, alors que les marchés dans les communes rurales étaient encore autorisés à l'ouverture. Ce qui a suscité pas mal aussi de vocations, en tout cas permis à certains jeunes agriculteurs comme cela de se lancer. Je vous ai mis par exemple de nouveaux types de production, fleurs simples et vivaces, une autre en dessous, une agricultrice qui faisait des plantes séchées, verveines, etc., et qui progressivement se reconvertit et relance la production de piments de Bresse avec transformation, lien avec des bouchers traiteurs, des restaurateurs, etc., etc., et surtout lien aussi avec des associations de préservation de la biodiversité domestique et le centre régional de botanique appliquée ici en métropole lyonnaise. Relancer des filières locales ou les créer, je vous mets deux exemples. La filière vanille Bourbon à l'île de la Réunion, qui vient d'obtenir la première indication géographique protégée de l'île de la Réunion autour de la vanille, avec ici une exploitation familiale où tout est fait, le travail d'affinage, séchage est fait à la ferme. Et puis la redécouverte
de ressources locales, eh bien, vous le voyez, c'est le thé. Vous savez qu'à l'île de la Réunion, on a eu une agriculture aussi un peu cyclique. Et à certains moments, on a fait du café, on a fait du thé. Après, il y a eu la canne à sucre, etc. Et là, une exploitation qui a relancé la production de thé à l'île de la Réunion. Et je vous assure que c'est pour joindre cette exploitation, il faut faire au moins 2 heures de voiture comme ça. Et puis dès 11 heures du matin dans le brouillard. Et voilà, ils ont une exploitation avec vente de thé, dégustation, visite et relancer aussi une autre production qui était importante et qui est négligée aujourd'hui, qui est celle du géranium rosa. Le géranium rosa, c'est un géranium support de la parfumerie qui a fait l'objet d'un cycle aussi important à l'île de la Réunion. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire revivre une zone de ce qu'on appelle les Hauts de la Réunion, donc très isolée, où il n'y a plus beaucoup d'autres formes d'agriculture. Et puis, toujours pour vous faire rêver juste un petit peu là, ça c'est un agriculteur qui a une 40aine d'années, qui vient de s'installer tout près du littoral dans un verger agroécologique pour produire des fruits à l'île de la Réunion et améliorer la production fruitière. Mais là en agroécologie, donc mélange mangue, banane, citron, etc. Et puis, ces relances, eh bien, ce sont celles aussi des entreprises vitivinicoles. Et je retracerai avec vous des parcours de viticulteurs et de viticultrices sur des modèles complètement différents, mais qui ont permis, depuis une dizaine d'années, de relancer des vignobles locaux en lien avec des cavistes en particulier qui les supportent, des restaurateurs locaux, voire des systèmes aussi de vente directe et de vente locale très importantes. Donc je reviendrai un peu dessus. En fait, ces nouvelles formes, eh bien, on démultiplie la diversification, on a des formes collectives, et encore une fois, je reviendrai dessus, des entreprises qu'on appelle agri-rurales, où il y a une partie d'activités agricoles et puis d'autres activités à côté, soit au sein du ménage, soit dans un collectif, et la pluriactivité qui se redéveloppe au sein aussi des ménages dans des systèmes très variés. Je vous ai mis ici, on arrive à la fin, un couple qui cumule toutes les activités et un autre à côté qui sont des retraités dans la Drôme et qui viennent de créer un gîte et travailler avec des pépiniéristes sur des variétés anciennes de fleurs, etc., dans un projet assez titanesque. Donc, cette diversification, et puis ça pose quelques questions du foncier, bien entendu, je l'ai un peu évoqué, mais je pourrais y revenir. Et je vous mets ces interrogations un peu sur le devenir de l'agriculture, le devenir de l'élevage aussi, qui pose question là dans un système de polyculture-élevage avec élevage AOP de volailles de Bresse et de valorisation du lait en crème et beurre de Bresse AOC. J'habite Bourg-en-Bresse, ça explique pas mal de photos. Voilà. Je vous remercie et je vous ai asséné un peu de chiffres aujourd'hui, mais on reviendra sur des données beaucoup plus qualitatives dans les prochains cours.